bonjour. Apparemment, ça y est, c'est en ligne. J'espère que vous allez bien. Je vais me mettre directement sur la bonne page. Yes, on est bon. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est, comme sur les deux précédents rendez-vous, de répondre à vos différentes questions. J'en ai sélectionné trois pour aujourd'hui parmi ce que j'ai reçu. Donc, petit rappel avant, qu'est-ce que je fais? Je suis donc mentor pour entrepreneurs, donc ça veut dire qu'au quotidien, j'accompagne les entrepreneurs aussi bien dans leur stratégie de communication que leur stratégie de développement, puisque c'est étroitement lié en fait. On utilise les outils de la communication et du marketing pour développer son entreprise, développer son image de marque et donc développer à moyen terme ou court terme, c'est même mieux, son chiffre d'affaires. Donc la première question que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est une question sur le blog, sur le fait de rédiger des articles sur son site internet. Et c'est donc quel est le bon nombre de caractères pour un article de blog dans une optique de référencement? Alors, deux choses. La première, une optique de référencement, ça veut dire évidemment vouloir ressortir dans le moteur de recherche de Google. Ça veut dire qu'on veut que son contenu arrive idéalement en première page. Sur la page de Google. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du référencement, c'est ce qu'on appelle du SEO en jargon technique. Donc comment on fait ça par rapport à la longueur de caractère, la longueur de son texte. Ce qu'on peut faire, c'est premièrement identifier les mots-clés sur lesquels on souhaite se positionner avec ce contenu. Quels sont les mots-clés en lien avec mon activité, quels sont les mots-clés avec le contenu que j'ai envie de partager. Donc, ça veut dire se demander ce que va taper l'internaute quand il va se poser la question, ce que va taper dans Google ou dans d'autres moteurs de recherche mon internaute, mon lecteur, mon prospect, mon persona, ma cible. Qu'est-ce qu'il va se demander? Quels sont les deux mots-clés? Vaut mieux se positionner sur une expression, donc plusieurs mots, qu'un seul mot. Ça, c'est le premier conseil. Et donc, qu'est-ce qu'il va taper? Si je me dis qu'il va taper, je dis n'importe quoi, comment ne pas faire de faute d'orthographe? Peut-être que ne pas faire de faute d'orthographe, ça peut être l'expression sur laquelle je cherche à me positionner. Donc moi, je vais aussi taper ça dans Google et je vais voir ce qui ressort. Je vais prendre les 3-4 premiers articles et je vais regarder de quelle taille ils sont, ces articles. Donc, s'ils font 2000 mots, s'ils font 3000 mots, s'ils en font que 500, et me dire que, voilà, je regarde ces articles, je regarde si en termes de contenu ils sont qualitatifs quand même, c'est le premier critère à avoir, si vraiment ils sont positionnés parce qu'ils sont pertinents. Je regarde donc la taille de ces articles, si je vois que la moyenne c'est autour de 700 mots, bah, ça veut dire que moi je peux me positionner sur cette expression de mots-clés en faisant un bon job, en venant cocher d'autres cases du référencement, mais ça veut dire que peut-être en faisant un article de 700 mots, c'est suffisant, peut-être de 1000 mots, ça me permet d'être un peu tranquille pendant quelques temps sur ce sujet-là. Donc en fait, c'est vraiment en déjà identifiant son mot-clé, ou son expression de mot-clé plutôt. Deuxièmement, allez voir quels sont les articles qui sont positionnés sur cette expression de mot-clé et qui sont sur la première page du moteur de recherche. Donc évidemment, on pense prioritairement à Google, puisque c'est là que les trois quarts des gens vont. Et ensuite, je regarde quelle est la taille, quel est le nombre de mots de ces articles concurrents, et je me positionne un peu plus loin. Et c'est comme ça que je vais être tranquille. Ça ne garantit pas de se positionner en première page, mais ça garantit cette question de taille d'article. Donc ça déjà, c'est une première approche qui est déjà intéressante, d'aller voir ce que rédigent les autres et pas d'être tout seul dans son petit coin, d'aller voir comment c'est rédigé, d'aller voir si aussi c'est qualitatif, comme je le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est sur la question du bon nombre, de la bonne taille d'un article si on veut se référencer. On n'est pas obligé de vouloir référencer tous ces articles, hein. C'est aussi à prendre en compte. La deuxième question que j'ai reçue, c'est quelle est la structure d'un article de blog? Très bonne question. Très bonne question qui est de se dire comment j'organise tout ça. La structure la plus classique et qui pour moi marche encore à tous les coups, c'est la structure évidemment titre, chapeau. Donc un chapeau, c'est une introduction, c'est une accroche, c'est ce que va lire le lecteur en premier. Donc le lecteur, hein, toujours le persona, la cible, le prospect, le client. Donc il faut être tout de suite très percutant, tout de suite poser les choses ou tout de suite connaître son lecteur. Et ensuite, on a une structure en intertitre, paragraphe, intertitre, paragraphe,
autant de fois qu'on veut. Si on essaie de faire un article très long, on fait un article très bon, très long. On peut faire des sous-paragraphes. Vraiment, il faut être très hiérarchisé, être assez scolaire sur cette partie de hiérarchie de l'information, puisque le robot, on en revient au référencement, le robot de Google va scanner et va vérifier la structure de votre article. Si pour lui, c'est pas structuré, pour lui, c'est le bazar et le lecteur potentiellement peut ne rien comprendre. Donc, il va trouver que c'est pas qualitatif. C'est ce qu'on appelle en jargon technique SEO et référencement la fameuse notion des balises H1, H2, H3, H4. Ça veut dire que c'est grand A, petit a, grand A. Enfin, c'est cette hiérarchie comme ça. Donc ça, c'est super précieux. Un, pour aider le lecteur à bien comprendre l'information et à pas être perdu dans notre contenu, parce qu'on a écrit des tartines, c'est pas aéré, il n'y a pas de notion de paragraphe, voilà. Et puis, aussi pour le référencement, c'est précieux. Donc, structure en intertitre, paragraphe, intertitre, paragraphe. Donc, ça peut aussi être un intertitre, un grand paragraphe, un sous-paragraphe avec un intertitre. Voilà, on peut aller comme ça un peu à l'infini. Quoi d'autre sur ce sujet-là, sur la structure de l'article? On peut aussi, pour checker et vérifier qu'on a bien traité tous les angles de son sujet, s'interroger et toujours s'y référer. Ça marche quel que soit le contenu qu'on est en train de créer. Sur le fameux QQ au QCP, qu'est-ce que c'est? C'est le qui. Est-ce que je parle bien à mon lecteur? Est-ce que ce que j'amène, ça a un intérêt pour lui? Est-ce que j'ai bien son point de vue? Est-ce que je suis bien dans ses baskets? Est-ce que je suis bien la petite caméra à l'épaule pour qu'il se projette dans l'article? Le quoi, de quoi je lui parle? Est-ce que je suis aussi précis à ce moment-là et sur le sujet? Le quand, évidemment, avoir une notion de temps, c'est important. Et c'est bien de le situer. Est-ce que c'est en ce moment on vit tout ça? Ou est-ce que c'est hier et aujourd'hui pour moi c'est différent? Enfin voilà, d'avoir cette notion de temps. Ou est-ce que c'est dans 3 mois on va parler de ça? Le où est-ce que ça se situe? Et après on a le qui, quoi, ou quand, comment. Pourquoi? Donc le comment, c'est comment ça se passe. Quels sont les moyens mis en œuvre, voilà. Et enfin, le pourquoi on fait cet article, le pourquoi on parle de ce sujet, le pourquoi pour le lecteur. On prend bien tout ça en compte et une fois qu'on a checké toutes ces petites cases, on sait qu'on a à peu près fait le tour de notre sujet et qu'on a un peu tous les angles et tous les points de vue intéressants pour le lecteur. Ça, c'est sur la partie structure. J'ai oublié de vous parler évidemment à la fin d'un article, quand on met des articles et qu'on est entrepreneur sur son site internet, chaque contenu finit par un appel à l'action. On en a déjà parlé lors de la précédente vidéo du précédent live. C'est important. Même si on n'a pas de réponse, on continue de le faire, on ne lâche pas, on propose de l'interaction, on a un objectif quand on publie un contenu. On ne publie pas du contenu pour publier du contenu. Donc cet objectif, typiquement, en fin d'article, ça peut être déposer un commentaire. Alors on ne formule pas comme ça, évidemment, mais c'est arriver à provoquer le commentaire chez son lecteur. Ça peut être faire en sorte qu'il télécharge un e-book ou qu'il aille regarder une vidéo sur notre compte Facebook, comme on est en train de faire en ce moment, ou qu'il aille voir la dernière infographie qu'on a mis sur notre Instagram, ou qu'il aille écouter un épisode de podcast intéressant et qui vient en rebond de cet article qu'on vient d'écrire, ou qu'il aille lire un autre article, puisqu'il faut aussi penser intelligemment ce qu'on appelle le maillage interne de son site internet. Donc c'est-à-dire que je fais un article, il renvoie forcément vers un autre article de mon site. Ça c'est hyper important aussi pour le référencement. Et pensez aussi dans quel écosystème cet article s'inscrit. J'espère que sur cette partie-là, c'est clair. Sur la partie vraiment comment je le structure, donc titre, chapeau, intertitre, on pense bien, c'est ce qu'on appelle les fameuses balises en termes de référencement. Et puis ça permet vraiment d'aider son lecteur, de le guider dans la lecture, de le guider sur les étapes d'après. La dernière question que j'ai reçue, c'est... je viens de regarder un de tes posts et tu proposes 3 liens d'outils pour corriger les fautes. Donc c'est notamment les fautes d'orthographe auxquelles cette question fait référence et sur les outils. Est-ce que ces liens sont gratuits ou payants, s'il te plaît? Donc je vais vous repartager les outils en lien avec la rédaction et surtout en lien avec le fait de limiter les coquilles, les fautes de grammaire, les fautes d'orthographe. Le premier outil que j'avais mentionné dans cette publication Facebook, c'était MerciApp. Donc c'est une extension
qui fait office de correcteur d'orthographe et de correcteur de grammaire. Ça peut se mettre exactement dans l'interface, dans le navigateur. Donc quand on travaille beaucoup sur Internet, c'est pratique. C'est gratuit quand on a une utilisation occasionnelle. Donc ça peut être déjà un premier niveau. Ils ont un forfait à 10 € hors taxe par mois pour quand on fait une utilisation régulière et avancée. Mais moi, ce que je conseille vraiment, c'est de tester d'abord le gratuit, de voir si ça nous plaît, si ça nous est utile. Et ensuite de voir si ça vaut le coup d'investir 10 € par mois hors taxe. Le deuxième outil que j'avais proposé, c'était Scribens. Scribens, on copie son texte, on le colle dans leur outil et ça identifie, comme Word le fait, entre guillemets, ça surligne les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire. Ça, c'est complètement gratuit. Donc ça peut aussi être un premier niveau d'expérience, de voir comment ça vous plaît, comment ça vous est utile. Le troisième outil dont j'avais parlé, c'est la base, c'est le dictionnaire. On n'oublie pas que quand on a un doute sur une orthographe, Google n'est pas toujours notre meilleur ami et de vérifier dans un dictionnaire, donc soit papier, le bon vieux traditionnel papier, soit un site comme larousse.fr qui permet d'aller vérifier un mot sur lequel on a un doute, parce qu'il y a des fois, ou même sur le genre, je pense au mot après-midi, on ne sait jamais si c'est féminin ou masculin, bah c'est bien d'aller vérifier avant de taper ou d'envoyer son message, voilà. Les autres outils auxquels je pense quand je pense rédaction de contenu et quand je pense relecture, correction, il y a aussi Crisco, le fameux dictionnaire des synonymes qui est super chouette et qui est complètement gratuit et qui est mis à disposition par l'université de Caen, donc c'est du sérieux et c'est super intéressant de jouer avec quand vous êtes sur un texte, un article et que vous voyez que vous répétez toujours le même mot. Ben, n'hésitez pas à aller jouer avec cet outil, ça va vous en amener plein d'autres. Dans la même typologie d'outils, il y a rimsolide.fr ou .com, je ne sais plus, j'ai un trou, qui permet permet plusieurs choses. Un, le champ lexical. Imaginons, comme pendant mon rendez-vous de ce matin, j'étais avec un courtier en prêt immobilier. Évidemment, elle est sur le champ lexical de tout ce qui est l'univers de la maison, de l'achat, de l'investissement, de la pierre, etc. Et à un moment donné, elle avait écrit un dossier en béton. Je dis, mais ça, c'est canon. Tu peux carrément jouer avec tout cet univers, tout voilà, ce qu'on vient de se dire sur le champ du bâtiment, sur le champ de l'immobilier, d'avoir une architecture de ton dossier. Et ça, Rime Solide le permet parce qu'en fait, on tape un mot et ça nous ramène tout le champ lexical. Rime solide peut aussi amener, si vous avez envie de jouer des fois avec des rimes sur vos titres ou sur vos accroches, ça vous met, vous n'importe quoi, vous tapez communication, ça va vous mettre tous les mots qui finissent en ation. Donc ça peut permettre de jouer sur des textes. Donc rime solide. Évidemment, j'avais aussi mis dans mon article sur les coquilles et les fautes d'orthographe sur la rédaction, j'avais cité l'Académie française, puisque l'Académie française, ils ont un espace sur leur site internet où on peut aller vérifier des expressions françaises, parce que des fois dans l'usage on n'est pas toujours correct, donc d'aller vérifier si on dit comme ça ou si on ne dit pas comme ça. Il y a évidemment, quand on est professionnel de la rédaction, que l'on soit assistante, coach d'écriture pour romancier ou bref, tout ce qui est en lien avec l'écrit, il y a l'outil Antidote qui est payant. C'est une licence que l'on achète et qui scanne tous nos textes. Et puis, les autres astuces qui sont du bon sens, mais que je vous partage parce qu'on a des fois tendance à les oublier, c'est vraiment se relire, déjà, tout premier bonne pratique. Voilà, des fois, il faut prendre un peu de temps, ne pas se dire je publie tout de suite, mais se dire bon, j'attends une demi-heure ou je vais marcher ou je le relirai demain. Donc, se relire. Deuxième astuce, se relire à voix haute. Alors ça, c'est imparable pour les phrases trop longues. Dès qu'on bute, c'est qu'il y a un problème sur le mot, c'est qu'il y a un champ lexical qui va pas, il y a une ponctuation qui va pas. Bref, se relire à voix haute, ça marche à tous les coups, comme le faisait Flaubert, je crois, dans son Gueuloir. La dernière astuce, ça peut être de se faire relire avec un proche de confiance ou avec un professionnel. Ça, c'est des choix perso ou en fonction de son budget, ne pas hésiter. Et puis, vraiment, la dernière astuce, c'est reformuler quand on a un doute. Moi, je sais que quand j'ai un doute sur une conjugaison, sur la forme d'un mot, je change la structure de ma phrase. Je reviens sur quelque chose où je suis sûre de la formulation, où je suis sûre
de l'orthographe, de la grammaire, du bon emploi. Voilà, je m'assure en reformulant que je suis juste dans ce que j'écris et dans mes propos. C'était vraiment la dernière astuce par rapport à la rédaction, à la relecture, à la correction. Je vois qu'il n'y a pas de commentaires et en même temps je vois qu'il y a du monde en ligne. Donc est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair sur cette partie rédaction, rédaction d'articles, structure d'un article, sur la partie référencement aussi qu'on a un peu abordé avec ces 3 questions qui m'ont été posées? Ou est-ce que ça va faire comme la fois précédente où je n'avais pas les commentaires? Voilà, donc je vous redis les grandes lignes sur les questions. La question 1, je réouvre la question 1. La question 1, c'était quel est le bon nombre de caractères pour un article de blog en optique de référencement. Donc ça, j'ai dit 1, on identifie son expression de mots-clés. 2, on va voir quand on tape cette expression quels sont les articles qui sortent. On compte le nombre de mots. Donc il existe des outils, hein, comptez pas à la mano le nombre de mots. On compte le nombre de mots de ces articles et on se positionne sur, s'ils sont qualitatifs, on se positionne sur un nombre de mots supplémentaires. La question 2, c'était quelle est la bonne structure pour un article de blog? Évidemment, on est sur titre, chapeau, l'équivalent d'une introduction, mais qui vraiment capte le lecteur. On est là pour accrocher le lecteur. Et ensuite, intertitre, paragraphe, intertitre, paragraphe, intertitre, paragraphe. Et à la fin, appel à l'action. Toujours, toujours, quel que soit le contenu. On vérifie qu'on a bien traité tous les angles et tout le contenu qu'on pouvait traiter avec la fameuse méthode du QQ au QCP. Donc, qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et enfin, la dernière question sur les outils de relecture, les outils de correction. Oui, il existe des outils payants qui sont Antidote et Merci App, mais qui existent aussi avec un premier volet gratuit. Et sinon, il y a beaucoup de gratuits. Il y a le bon sens avec le dictionnaire, il y a Scribens, il y a, j'ai oublié de vous en parler, le Becherel. Celui-ci, si vous le trouvez en occasion, foncez. Il est très très bien parce qu'il est dans l'ordre alphabétique en fait. Je ne sais pas si vous voyez, je dis n'importe quoi, mais jacasser, par exemple, ça me dit tout de suite que c'est un verbe intransitif. Jamais, ça m'explique une règle de grammaire. C'est vraiment, je pense au mot sur lequel je bloque et j'ai ma réponse directement sans ouvrir et un dictionnaire et un Becherel et quelque chose sur la grammaire. Voilà, c'est le tout en un. Mais il n'est plus édité. Donc, faut le trouver. Et puis les outils Crisco, Rime Solide pour faire monter d'un cran vos textes plutôt en termes de choix de vocabulaire, en termes de hiérarchie de vocabulaire, en termes de précision de vocabulaire et en termes de fun, d'univers, de champ lexical, etc. Et puis les outils de bon sens et les bonnes pratiques de bon sens qui sont se relire à voix haute, faire relire si vraiment on a le moindre doute ou si on veut un avis extérieur. Et enfin, reformuler si vraiment on est tout seul et qu'on a le moindre doute. Et ben je vous dis à très bientôt. Le prochain live, j'ai pas la date, la date en tête, mais je vais la mettre dans la publication. On se retrouve demain soir à la Bulle pour ceux qui sont sur Orléans. On a un rendez-vous entrepreneur de 19h à 21h, donc à la Bulle avec Julie. Et puis le prochain live, rendez-vous sur Facebook. Ciao, ciao, bon après-midi et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.